Cette femme s'appelle Catherine Menou. Est-elle l'empoisonneuse que décrivent les policiers? En tout cas, elle est dans le box des accusés car elle est soupçonnée d'avoir administré des doses mortelles de tranquillisants à un homme riche, Norbert Mascaras, pour lui voler sa fortune. L'histoire commence le 5 janvier 2005 dans les beaux quartiers de Paris. La gardienne du 21 avenue Victor Hugo s'inquiète. Depuis un mois, elle est sans nouvelles d'un des habitants de l'immeuble. Elle appelle la police. La police est venue avec les pompiers. On a monté au 6e étage. J'ai dit que j'avais pas les clés de chez lui. Ils ont cassé sa fenêtre. Ils sont rentrés par la fenêtre. Et c'est là où ils ont vu son corps allongé, mort dans son lit. J'ai vu qu'allongé bien tranquillement dans son lit, avec un bras hors de la couverture par-dessus, et de côté comme quelqu'un qui était bien, quoi, mais mort. Le mort s'appelle Norbert Mascaras. Il a 71 ans. Son corps est momifié par le froid. L'autopsie révèle qu'il est décédé depuis plusieurs semaines d'une surdose de neuroleptiques. Norbert était un retraité un peu original, astrologue et magnétiseur. Il dépense peu d'argent et se nourrit au restaurant du cœur, alors qu'en réalité, il est un homme riche. Il possède un patrimoine de 2 millions d'euros. Sa mort semble accidentelle, mais des chèques et des retraits suspects sur ses comptes en banque intriguent les policiers. Leurs soupçons se tournent très vite vers une certaine Catherine Menou, 50 ans, une connaissance de Norbert. Ils découvrent que Catherine est la seule héritière de Norbert. Elle a un casier judiciaire et a déjà été condamnée pour vol et abus de confiance. Et c'est elle qui aurait acheté les boîtes de neuroleptiques qui ont tué le vieil homme. Mise en examen, elle nie avoir tué Norbert. Pour ses avocats, le dossier est vide. Rien ne prouve qu'elle a fait avaler les médicaments mortels à la victime. Le problème, c'est que la conclusion est très vite faite. Il y a abus de faiblesse, elle a pris de l'héritage, elle a un testament à sa faveur, elle avait intérêt qu'il meure très vite, donc elle l'a empoisonné. La veille du procès, ce que redoutent les avocats de Catherine, c'est leur cliente elle-même. Ils craignent sa maladresse. Bon, elle n'est pas forcément facile. Comment elle sera perçue par les jurés? Est-ce que sa personnalité fera la bascule? Je ne sais rien. Cour d'assises de Paris, il y a 2 semaines. C'est le premier jour de procès de Catherine Menou. Avant même le début de l'audience, les avocats vont saluer le président et l'avocate générale. Ils veulent se faire une idée de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les magistrats. Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Les hommages, Bonjour, madame l'avocat général, Monsieur le Bruel. Président, comment allez-vous? Ça va. Les avocats indiquent tout de suite qu'ils entendent plaider l'acquittement de leur cliente. Pour moi, il y a ni meurtre ni empoisonnement. Oui, bien sûr. Voilà. Je vous le dis tout de go. Ce qui est curieux, je suis c'est que vous plaidez l'acquittement. Alors, c'est Oui, vrai que non, mais attendez, ça, ce qui sera curieux ou pas, madame, on verra tout à l'heure. On va voir comment ça va se dérouler. On va voir ce que vous allez dire aussi. Maître, ne vous montez pas sur vos grands chevaux. Oh non, on se connaît pas. Là, je monte pas sur mes grands chevaux, madame. Le ton est donné. Il est 9 h. Catherine Menou entre dans le box des accusés. Elle a été extraite de la cellule où elle est emprisonnée depuis 5 ans. Pendant 3 jours, elle va jouer son avenir. Elle encourt la perpétuité. Ça va. Il faut parler distinctement dans le micro. Et surtout, ne vous énervez pas. On a un très bon président. Donc vraiment, on est dans les meilleures dispositions possibles pour être jugé très bien. D'accord? Pour les avocats, le procès s'annonce plutôt bien. D'autant qu'en face d'eux, il n'y a personne. Les bancs de la partie civile sont vides. La victime n'avait aucune famille.
Norbert Mascaras était seul, puisque c'était un homme célibataire, qu'il avait perdu ses parents, qu'il était fils unique, et évidemment, il n'y a pas de partie civile présente. Dans ce cas, c'est l'avocat général qui soutient seul l'accusation et qui parle au nom de la victime. Moi, mon but, c'est évidemment de faire punir le criminel qui a pu le tuer. Un crime ne doit pas rester impuni parce qu'il n'y a personne pour le défendre. Le procès commence par l'examen des faits. Les jurés vont découvrir comment Catherine Menou aurait détourné l'argent de Norbert Mascaras et comment elle l'aurait empoisonné. Tout commence à Arcachon, quelques années plus tôt. À l'époque, Catherine est dame de compagnie pour une personne âgée, Madame Portal. Norbert propose ses services de magnétiseur pour soulager la vieille dame. Il se lie d'amitié avec Catherine. Mais curieusement, quelques mois plus tard, en juin 2004, l'appartement de Norbert à Arcachon est cambriolé. Sa voisine surprend les voleurs. En entendant du bruit sur le palier, donc je suis sortie. Et là, je me suis trouvée nez à nez avec ce monsieur qui avait un meuble dans les bras. Et quand il a été surpris, il est descendu vite fait les escaliers. Et le camion, lui, il est parti aussi sec. Et la police est venue à domicile pour présenter des photos pour reconnaître certaines personnes. Mais j'ai reconnu qu'une seule personne sur la photo, le monsieur qui était dans le camion. Le cambrioleur que la voisine a reconnu est un ami de Catherine Menou. Les enquêteurs découvrent aussi que lors du cambriolage, les relevés bancaires de Norbert ont été dérobés. Pour l'accusation, c'est comme ça que Catherine aurait découvert la fortune du vieil homme. On ne peut pas savoir qu'il est riche parce qu'il s'habille mal, parce qu'il joue les pauvres. Mais dans ces documents, il y a la trace de tous ses comptes et son capital est quand même relativement énorme. Vous avez 1 200 000 € en assurance vie ou titre, et puis le reste, ce sont les biens immobiliers. Le cambriolage affecte énormément Norbert Mascaras. À partir de ce moment-là, il déprime et passe tout son temps chez Catherine, sa nouvelle amie. Il n'était pas bien, quoi. Je veux dire, je le voyais triste, déprimé un petit peu, en chagrin, pas bien. On le voyait rarement, très peu, je veux dire, dans les meubles. Bon, j'ai commencé à m'inquiéter, quoi. Je veux dire que c'était pas le même homme. À partir de là, pour les enquêteurs, tout s'accélère. Accompagné de Catherine Menou, il se fait prescrire des neuroleptiques très puissants. À chaque fois, c'est elle qui va acheter les comprimés à la pharmacie. Dès le début de son traitement, alors qu'il ne dépensait jamais rien, ses comptes en banque commencent à se vider à grande vitesse. 32 000 € sont retirés en 3 mois au distributeur de billets. 2 mois plus tard, plus personne n'a de nouvelles du vieil homme. Le 5 janvier 2005, Norbert est retrouvé mort d'une surdose de médicaments, seul dans sa chambre de bonne. Il a succombé dans le courant du mois de décembre. Impossible de dire précisément à quelle date. Depuis son box et tout au long de l'énoncé des faits, Catherine clame son innocence. Elle n'a pas fait cambrioler Norbert, elle n'a pas vidé ses comptes en banque et ne lui a fait prendre aucun médicament. Est-ce que vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? Oh, pas du tout. Non. Moi, parce que moi, Norbert, je l'aimais beaucoup. C'était le père que j'ai pas eu. Vous voyez, donc de toute façon, j'aurais jamais attenté la vie de Norbert. Parce que quand il est décédé, j'ai tombé un peu de déprime. Mais à chaque fois qu'elle répond aux questions du président, Catherine Menou complique tout, comme si elle voulait brouiller les pistes. Ses avocats commencent à s'inquiéter. Surtout, vous parlez pas trop. Parce que vous parlez un peu trop. Et ça se retourne contre vous. Dans l'après-midi, la situation s'aggrave. Le policier responsable de l'enquête vient témoigner. Pour lui, il n'y a aucun doute, c'est Catherine qui a tout manigancé, depuis le cambriolage jusqu'à l'empoisonnement. À la barre, l'enquêteur est catégorique. Les avocats de Catherine s'insurgent parce qu'ils savent que cette parole pèsera lourd sur la conviction des jurés. Il nous l'a dit, l'a répété, il est complètement persuadé de la culpabilité de Madame Menou
tant dans l'assassinat que dans l'abus de faiblesse. Je veux dire, c'est pas à lui de le dire, ça. C'est fait évidemment avec le ton docte de la certitude affirmée, du policier confirmé, etc. Oui, enfin, ça suffit pas pour faire pour en faire une coupable devant une cour d'assises. Catherine tente à nouveau de s'expliquer, mais elle répond toujours à côté des questions. Elle change plusieurs fois de version sur les dates de sa rencontre avec Norbert. À la suspension d'audience, son avocat la met en garde une nouvelle fois. J'ai fait une erreur là, grave. Eh ben, non, mais là, oui, parce que c'est pas terrible, ça. Voilà. Allez, pas trop. Donnez pas trop de détails qui n'apportent rien. Il y a des choses, ça n'apporte rien. D'accord. Ces personnes-là, après, peuvent donner l'image de quelqu'un de confus. Mais pas du tout. Si elle oublie les dates, c'est parce qu'il ne faut pas parler des dates. Si elle devient confuse, c'est parce qu'elle n'est pas sûre qu'il n'y a pas la démonstration ailleurs, qu'on va tout de suite lui dire « mais vous venez de nous mentir ». C'est maintenant la personnalité de Catherine Menou qui est abordée devant la cour. Quelle a été sa vie? Est-elle capable d'avoir organisé l'assassinat de Norbert? Pour mieux la cerner, le président lui demande de parler d'elle. J'ai eu une enfance très difficile. Par dignité, je ne parle pas, mais j'ai eu une enfance très très difficile. Voilà, et je pense qu'on aurait dû demander un examen psychologique, psychiatrie à ma mère, puisque, sincèrement, elle a eu beaucoup de problèmes. Voilà. Cette fois, les débats tournent à son avantage. L'enquêteur de personnalité vient dire à la barre qu'il ne la croit pas capable d'avoir tué Norbert. Catherine reprend espoir. Il a dit « j'ai un doute sur sa culpabilité ». Il a dit 3 fois. C'est quand même, là aussi, assez rare pour être souligné. Il ressort d'une façon générale que tous ceux qui la connaissent, qui l'ont bien connue, nous la décrivent comme quelqu'un de totalement incapable d'un tel machiavélisme, parce qu'il s'agit bien de machiavélisme dans ce dossier si on suit la thèse de l'accusation. Il est 22h. Après 13 heures de débat ardu, l'audience est suspendue jusqu'au lendemain matin. Allez. Bon. Le lendemain, la cour doit entendre les 2 médecins qui ont prescrit les neuroleptiques fatales à Norbert Mascaras. De retour à son cabinet, Maître Chevet prépare l'audience. Il veut impressionner les jurés avec des arguments chocs. Ces 2 médicaments, c'est l'objet du crime. C'est l'arme. Pour les avocats, cette arme a été prescrite par des médecins. Ce sont donc eux les responsables de la mort de Norbert. Qu'est-ce que vont venir nous dire les médecins? Tiens donc, les pharmaciens et les médecins. Il y a des choses à dire, ceux-là, hein. En tout cas, on va pouvoir compter sur moi pour leur poser quelques questions un peu gênantes. Parce que, en réalité, je pense qu'ils se sont rendus compte tous les 2 qu'ils avaient fait une erreur. Et Madame Menou a bon dos. Au 2e jour du procès, les avocats font une demande au président avant l'audience. J'ai vu que vous aviez programmé les 2 médecins à un quart d'heure d'intervalle. Je pense que ce serait mieux 1 heure. On va essayer de... On va pouvoir les entendre tous. J'espère que vous ne vous chamaillerez pas avec Madame l'avocat générale pour pas trop retarder... On ne se chamaille pas. Ce matin, les avocats de Catherine Menou sont confiants. Bonjour, maître. Salut ma belle. Ça va? Oui, j'ai bien dormi. C'est bien. Ah oui, très bien. Vous n'avez pas pris de mouche pour dormir? Non? D'accord. Aujourd'hui, les avocats de Catherine Menou veulent emporter la décision. À la barre, les 2 médecins sont mal à l'aise. Leur patient, Norbert, était simplement déprimé et ils lui ont prescrit les antidépresseurs les plus puissants qui existent. Pour se défendre, un des médecins affirme que c'est Catherine, présente lors de la consultation, qui a dicté l'ordonnance. Dans la salle, personne ne semble y croire. On vous accuse d'avoir fait prescrire le qui serait de qui a été fatal à Norbert. Non, je ne connais pas du tout les médicaments. Pendant l'audience, Maître Chevet a brandi les médicaments en parlant d'armes du crime. Et il incite sa cliente à clamer son innocence. Il faut absolument affirmer et le crier à chaque instant, dès qu'il y a quelque chose, que vous n'avez jamais donné les médicaments à M. Mascaras, hein, et que vous êtes innocent. Il faut le faire. On
a dans le box une femme qui est accusée d'assassinat, alors que manifestement, ce sont les médecins, les responsables, et qu'en tout cas, il y a au moins un doute. Et que quand il y a un doute, on ne condamne pas quelqu'un pour un assassinat. Ce doute profitera-t-il à Catherine Menou? Pour innocenter leur cliente, les deux avocats comptent également sur le témoignage de 2 experts toxicologues. Mais ils sont retenus à un congrès en Martinique. Enfin, ces experts, quand même, entre nous, c'est quand même une catastrophe. Là, effectivement, là, je comprends que c'est un petit peu délicat. Un peu délicat, quand même. Oui, hein. Les toxicologues auraient dû expliquer aux jurés les différents médicaments que Norbert a pris avant de mourir. La défense comptait sur eux pour expliquer qu'il a tout simplement pu se tromper en prenant lui-même ses cachets. Est-ce que ce trop de médicaments, il les a pris volontairement? Est-ce qu'il les a pris accidentellement? Est-ce qu'il a eu un moment de faiblesse à ce moment-là? On ne sait pas, on ne le saura jamais. Et les experts qui auraient peut-être pu commencer à apporter un début de réponse ne sont pas là pour nous expliquer et pour répondre à nos questions. 3e et dernier jour du procès. En l'absence d'aveux et de preuves matérielles, Catherine pourrait être acquittée dès ce soir. Mais ses avocats sont inquiets. Ils lui demandent de faire des réponses simples et claires aux questions de la Cour. De grâce, quand je me retourne et que je vous fais signe de vous taire, vous abrégez, d'accord? Faire attention, hein. N'essayez pas d'inventer des choses et de donner des détails qui n'intéressent personne et qui ne font qu'embrouiller les choses. D'accord? Il faut que votre discours soit concis, précis et clair. Ce matin, les débats vont devenir accablants pour Catherine. La Cour examine le testament qui a fait d'elle l'unique héritière de la fortune de Norbert. Pour l'accusation, il s'agit d'un faux. C'est Catherine qui l'a écrit. L'accusé nie en bloc, mais un de ses amis explique à la Cour qu'il l'a aidé par téléphone à rédiger ce testament. Catherine s'emporte et le traite de menteur. Lui, il dit qu'il vous a donné des conseils pour faire un testament. Et il ment pas forcément. Allons, il faut vous rendre à l'évidence là-dessus. L'enjeu du procès, c'est l'assassinat, c'est pas le testament. Vous comprenez? Et elle essaie de faire tenir le testament pour essayer de démontrer que comme vous étiez légataire, vous aviez intérêt à ce qu'il meure rapidement pour pouvoir hériter. C'est ça le problème. Elle s'imagine qu'elle va échapper au cours de la justice, y compris pour les choses qui sont évidentes, comme le faux, les retraits abusifs. Alors pour le reste, le crime, eh bien ça, c'est effectivement, comme je le dis, c'est compliqué. Mais elle est dans la stratégie que ça va passer. Et elle ne reconnaît rien. Et ça, je trouve ça terrible. La parole est donnée ensuite à l'expert graphologue. Son témoignage va accabler Catherine. Une faute a été commise sur le testament. Il a été écrit légat d'air au lieu de légat terre. Quand le graphologue demande à Catherine de rédiger devant lui, elle écrit à nouveau légat d'air. Pourtant, dans le box, elle continue à nier avoir écrit ce testament. Je n'ai jamais écrit de testament, je n'ai jamais porté de testament. D'abord, j'ignorais totalement la fortune de Norbert. On me demandait toujours de l'argent. Oui, laissez faire. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez acquitté pour le meurtre. Parce qu'autrement, elle va vous demander 20 ans. Et avec le testament, vous restez 3 ans. Écoutez, moi, je lui ai dit que si elle était responsable de l'écriture de ce testament, si elle l'avait fait, qu'effectivement, il vaudrait mieux qu'elle le dise. Parce que de toute façon, c'est pas ce qui fait d'elle un assassin. Elle me dit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je ne peux pas lui faire avouer des choses qu'elle n'aurait pas fait. Après 3 jours d'audience, rien ne prouve matériellement que Catherine Menou ait fait avaler les comprimés à Norbert. L'accusé n'a pas fait non plus le moindre aveu. Mais le mobile du crime est clair. Catherine aurait empoisonné Norbert pour prendre sa fortune. Le faux testament en atteste. Ses avocats craignent une condamnation. Le président, sous des aspects très gentils, est extrêmement sévère. Donc, quand vous donnera la parole à la fin, vous dites rien, sauf que vous rajoutez, si vous voulez, j'ai pas tué Norbert. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, c'est tout. À l'issue des débats, l'avocate générale requiert une peine de 20 ans d'emprisonnement.
Catherine est abasourdie. Je comprends pas. Voilà. Vous leur avez répété que vous êtes innocente. Oui, je leur ai dit. Et je dirai jusqu'au bout. Je dirai jusqu'à ma mort. Voilà. C'est tout. Quand elle a entendu dans la bouche de l'avocat général 20 ans, elle s'est effondrée. Effondrée, atterrée. Effondrée. Parce que, elle a quel âge cette femme? 55, 56, c'est sa vie. Hein. C'est sa vie. Il est 21h. Les avocats de Catherine Menou ont plaidé l'acquittement. En l'absence de preuves matérielles, les jurés vont devoir juger en fonction de leur intime conviction. Peut-être que ça va aller vite. Ceux-ci répondent non. S'ils répondent oui aussi, ça. Mais ça ne se fait pas comme ça. Non. Ce sont des choses terribles, hein, les affaires d'assises. Hein. Ah bah, par définition. Hein. Par définition. Donc, par définition. Ça ne peut pas se traiter à la légère. Jamais. Jamais. C'est le début d'une longue attente pour les avocats et leurs clientes. À minuit passé, les jurés et la cour sont toujours retranchés dans la salle des délibérés. Ça commence à faire beaucoup. Pour un acquittement, ça commence à faire beaucoup. L'expérience aussi. Oh, c'est rare que les acquittements, on les a au bout de 4 ou 5 heures ou 10 heures de délibéré. Bon, enfin, maintenant, tout est possible. Hein. Tant que c'est pas fait. Mais bon. L'espoir fait vivre, mais enfin, ouais. À 1h30 du matin, après plus de 4 heures de délibéré, l'accusé est ramené dans le box pour entendre le verdict. Je sens pas vraiment. Il faut toujours espérer. Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'acquittement. Mais enfin, bon, ça me... Je suis très gêné. On répond aux questions posées de la façon suivante. À la question numéro 1. L'accusée Catherine Menou est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Norbert Mascara? Sa réponse a été oui, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, au vu des réponses aux questions, la Cour et le jury, après en avoir délibéré en commun sans désemparer, condamne à la majorité absolue Catherine Menou à la peine de 17 ans de réclusion criminelle. 17 ans. Après l'énoncé du verdict, Catherine Menou reste prostrée plusieurs minutes. Faites appel demain. Bref. On va le faire, on va le faire. C'est un verdict d'une extrême sévérité. Scandaleux. Extrême sévérité. C'est qu'il ne repose sur rien. Il n'y a rien dans ce dossier pour établir une prévention d'assassinat, mais rien. Catherine Menou a fait appel dès le lendemain de sa condamnation. Elle sera rejugée par une autre cour d'assises d'ici 1 an. Seine-Saint-Denis, un département sensible où les policiers sont souvent confrontés à la violence. Pour lutter contre la délinquance, une unité spéciale a été créée, le GSO, le groupe de soutien opérationnel placé sous l'autorité du préfet de police. Une centaine d'hommes entraînés, souvent appelés en renfort par les enquêteurs de la police judiciaire. Nous les avons suivis en opération. Commissariat de Bondy, il est 5h30 du matin. Le GSO est appelé pour une mission délicate. Il doit prêter main forte à la police judiciaire pour interpeller un homme dangereux. Le capitaine Christophe Charlot vérifie les derniers détails. Pas de présence d'animaux? Non, vous savez pas, vous êtes d'accord. Le suspect qu'ils vont arrêter est soupçonné d'avoir participé à une attaque de banque. Bon, cette fois on est parti. Donc l'objectif est à 5 minutes du secteur, donc on va se mettre en place. L'homme est certainement armé. Une dizaine de policiers sont mobilisés pour l'occasion. 93 de T950, 93.
Arrivés sur les lieux, Christophe et ses hommes montent en première ligne. Leur rôle, sécuriser cette intervention à risque. Malgré leur équipement lourd, aucun voisin n'a été réveillé. 6 heures du matin, c'est l'heure légale. La maison est encerclée. Bougez pas. Donne ta main. Donne ta main. C'est bon. Bougez pas. C'est bon. L'homme a été surpris pendant son sommeil. En quelques secondes, il est maîtrisé et menotté. C'était pas bon. Jamais vous allez venir, ça va me faire du cinéma. Bougez pas. Christophe et le groupe de soutien opérationnel ont figé la situation. La police judiciaire peut prendre le relais. L'individu est un braqueur confirmé. Il aurait attaqué une banque, les armes à la main, avec des complices. Il joue les durs à cuire. Tu arrêtes de faire le show. Tu arrêtes. Tu fais le show quand tu veux dans ta cité, mais là tu arrêtes, d'accord? T'as failli te pisser dessus, alors tu arrêtes de me casser les couilles. Ça commence très bien la journée. On part sur 4 jours de garde à vue. Le suspect est placé 4 jours en garde à vue, la durée légale pour le crime en bande organisée. Son domicile est perquisitionné. Au premier étage, dans l'une des chambres, la police judiciaire fait une découverte. C'est pas celle de ta petite sœur, c'est bien à toi ça. Une arme de calibre 9 mm et plusieurs dizaines de munitions. Le revolver sera comparé au fichier criminel. Dans la chambre d'à côté, les policiers découvrent une matraque et un peu d'argent liquide. Et combien d'argent? Le suspect ressort sous bonne escorte. Le GSO a rempli sa mission. Les enquêteurs peuvent maintenant emmener le braqueur présumé au commissariat pour l'auditionner. J'étais en train de remercier le collègue pour son professionnalisme et enfin leurs compétences, leur savoir-faire. Merci. Bon courage. Le GSO a réalisé plus de 100 interpellations sensibles l'année dernière. Sur ce bâtiment, aucun sigle, pas de panneau officiel. C'est ici que Christophe et ses hommes rentrent de mission. Créé en 2008, le GSO agit sur tout le département. À chaque interpellation à risque en Seine-Saint-Denis, ces hommes sont mobilisés. Dans cette banlieue sensible, l'équipe s'entraîne en permanence. Au coup de sifflet, vous êtes en légitime défense, donc vous ripostez. Nickel. Tir de précision à balles réelles, mais aussi boxe et combat rapproché. Pour le commandant Patrick Lunel, l'entraînement est indispensable. On cherche à entraîner au maximum nos gars, d'abord pour la cohésion de l'équipe, pour l'hygiène de vie aussi, et puis c'est surtout pour pouvoir donner une réponse adaptée, parfaitement légitime à l'agression qu'on subit, aussi bien dans l'usage des armes que dans l'utilisation des moyens physiques. Je vais ici attraper peut-être le vêtement rouge, peu importe, parce que le but, c'est vraiment que j'aille me coller à lui ici et que je rentre là. Contre la délinquance, le GSO dispose aussi d'un arsenal impressionnant. Nous voici donc à l'armurerie. L'unité est habilitée à se servir de fusils à pompe, de pistolets semi-automatiques, mais aussi de la dernière génération de flashballs et de pistolets électriques. Sur cette étagère, des centaines de grenades lacrymogènes, un armement qu'ils emportent à chacune de leurs missions. Voilà. Ok. Le Rincy, une commune bourgeoise de la Seine-Saint-Denis. En plein centre de la rue commerçante, un magasin de jeux vidéo. Il appartient à Nicolas. Son magasin vient de se faire braquer. Les individus étaient garés là. Donc voiture prête à partir, coffre ouvert. Ils ont chargé le coffre et ils sont partis en fait en direction de la gare
Voilà, ça a duré 5 minutes, ça a été vraiment très très rapide. Un individu est entré dans la boutique avec une bombe lacrymogène à la main. Il a agressé l'employé de Nicolas pendant qu'un complice vidait la caisse et emportait des dizaines de consoles de jeux. Coût du préjudice, 5 000 €. La police est intervenue quelques minutes après l'incident. Donc sur ça, ils ont mené l'enquête très rapide, ils ont remonté les filières très très rapidement. L'enquête a révélé que l'employé de Nicolas connaissait le braqueur. Le lendemain du vol, le GSO est mobilisé pour l'interpeller. Il est 5h30 du matin, briefing au commissariat des Lilas. Alors, ce matin, on va chercher un individu suspecté d'un vol à main armée. Le service d'investigation saisi de l'enquête a fait appel au groupe de soutien opérationnel de la compagnie de sécurisation pour les assister dans cette intervention. Non. La cible ce matin, l'auteur présumé du vol. Sa photo est communiquée à l'équipe. C'est l'heure du départ. Ok, on va sur la déroule. L'équipe s'arrête à quelques centaines de mètres du domicile du suspect. Le déploiement des hommes doit être le plus discret possible. La cité est réputée hostile. À quelques minutes de l'effraction de la porte, Christophe et son équipe règlent les derniers détails. Le suspect habite au 10e étage. Le GSO prend l'escalier pour ne pas risquer de rester coincé dans l'ascenseur. Sur le palier, l'équipe met en place le vérin hydraulique. Plus discret qu'un bélier, mais aussi plus efficace. Aucune porte blindée ne lui résiste. Sortez. Vas-y, attends, on continue. L'homme est tiré du lit sans ménagement. Il est immédiatement menotté. Il est où le salon? Juste à droite là, il y a la lumière. Le GSO emmène l'auteur présumé vers l'officier de police judiciaire. Tout l'appartement est sous contrôle. J'ai 2 personnes ici, ok? T'assois là. On reste le plus calme possible. Bien souvent, les individus sont déstabilisés par justement notre calme, notre façon d'intervenir. C'est le but. Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec armes. Moi? Donc placé en garde à vue à partir de 6h05, moment de votre interpellation. On va la marmer? Oui. Pourquoi? Vas-y. On va s'expliquer tout à l'heure. Les enquêteurs cherchent à retrouver les consoles de jeux volées. La famille est mise à l'écart. La perquisition commence. L'appartement est passé au peigne fin. Salon, cuisine, chambre. Un téléphone portable intéresse les policiers. Il pourrait contenir des informations intéressantes. Ça, c'est à moi aussi. C'est nous, c'est encore à vous. Non, je crois que tous les téléphones à vous, on va les prendre là. Parce que je pense que c'est pas trop où on en est. La police ne trouve rien. Les consoles ont peut-être déjà été vendues. Le suspect est emmené par le GSO. C'est maintenant au tour de la police judiciaire de le prendre en charge. Lors des interrogatoires, il avouera avoir volé la caisse et les consoles de jeux du magasin. La justice se prononcera dans quelques mois sur sa peine. Donc un incident, effraction du domicile par les effectifs de la Sûreté 93. Ouais, c'est bien reçu. Merci à vous, Pour Rodolphe et les hommes du GSO, le travail est terminé. Il existe 4 groupements de soutien opérationnel en Île-de-France. « 6 mars 2009, un casino sur la Méditerranée. Ce jour-là, une machine à sous donne le plus gros jackpot jamais remporté en France, plus de 2 millions d'euros. Champagne, photos, la bise du patron, c'est Marie-Hélène, une toute jeune retraitée qui remporte l'énorme chèque ce jour-là. Mais ce 6 mars, elle n'est pas seule. Un homme est avec elle, Francis, une connaissance de jeu. C'est lui qui a appuyé sur le bouton de la machine à sous. Ce jackpot, effectivement, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai ressenti.
Problème, c'est Marie-Hélène qui avait mis l'argent dans la machine. 8 mois plus tard, Marie-Hélène et Francis se retrouvent au tribunal. Chacun revendique le jackpot. Excusez-moi, pour moi, je suis face à un escroc. Point barre. C'est moi qui ai gagné ce jour-là. Elle aurait peut-être pu jouer 1000 € sur la machine, elle n'aurait peut-être pas gagné du tout. Alors, qui a gagné le gros lot? Marie-Hélène qui a mis l'argent dans la machine et empoché le chèque, ou Francis qui a appuyé sur le bouton? Une enquête judiciaire a été ordonnée, les tribunaux doivent trancher. À qui reviendront les 2 millions d'euros? Retour sur une incroyable histoire. Une station balnéaire dans le sud de la France. C'est Flamand Rose et son casino. C'est ici que se retrouvent toute l'année les joueurs de la région. Janvier 2009, Didier Gentil, le directeur de la salle des machines à sous, inaugure son dernier jackpot. Des centaines de machines à sous reliées entre elles dans toute la France pour multiplier les gains en cas de jackpot. Donc c'est tout simple, hein, vous voyez, la machine se présente ainsi. D'accord, vous avez deux possibilités, soit de mettre les jetons ici, soit d'insérer un billet. Et avec une mise de 2,50 €, d'accord, en appuyant sur ce bouton qui se trouve ici, on peut tout simplement gagner le jackpot qui est affiché ci-dessus. Ce 6 mars 2009, le jackpot dépasse les 2 millions d'euros. En début d'après-midi, Francis Sun, comme à son habitude, vient faire un tour au casino. Il croise Marie-Hélène Jarguel, arrivée quelques heures plus tôt. Comme à mon habitude, je vais au casino, là, dans le début d'après-midi. Et quand j'arrive au casino, bon, comme d'habitude, il y avait Marie-Hélène, mon amie. Ces deux clients fréquentaient l'établissement déjà depuis un certain temps. Et vous savez, les gens ici à Palavas, on a ce côté très convivial et familial. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour se retrouver. Ils se retrouvent donc ce jour-là. Marie-Hélène s'installe sur la machine numéro 169. Peu après, la machine numéro 168, celle du milieu, se libère et Francis en profite pour la rejoindre. Je vais la rejoindre, je m'assois à côté d'elle, et puis bon, il y a une personne qui demande que je lui laisse céder la place pour pouvoir jouer. À ce moment-là, je dis ben non, ben je vais jouer. Je me lève pour prendre mon portefeuille et jouer. Et Marie-Hélène me glisse le billet de 50 € dans la machine. Francis n'a pas le temps de mettre la main à son portefeuille. Il joue donc seul, sur sa machine, avec l'argent de sa voisine. Il appuie 12 fois sur le bouton, et la 13e fois, les 3 sets s'affichent. Au bout de même pas, peut-être une minute, les machines se sont totalement arrêtées. Des jetons ont commencé à tomber, et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que j'avais fait le jackpot. Jackpot. Alors jackpot, tout s'allume, tout s'arrête, tout est bloqué. Le jackpot est tombé. Et à ce moment-là, on demande qui est le gagnant. Curieusement, Sun dit « mais non, c'est pas moi, c'est Marie-Hélène ». Sur le coup, Francis déclare que Marie-Hélène est l'unique gagnante. Ce soir-là, au casino, c'est l'euphorie. Nous, on a été très actifs dans le sens où on a appelé la presse, d'accord, avec tout le côté festif que ça implique, les photos, le champagne, tout le monde était très heureux. Immédiatement, la presse recueille les premières impressions de la gagnante. Honnêtement, je suis tellement émue que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Sur ces images tournées le soir du gain, Francis se trouve derrière Marie-Hélène, mais il ne se manifeste à aucun moment. Donc on a ce gros chèque, on fait des photos juste à côté du mégaposte qui se trouve en face de moi. Donc voilà, puis on se rend à la caisse spéciale, tout simplement pour payer Marie-Hélène. C'est elle qui s'est présentée en tant que gagnante, d'accord? Et aucune autre personne dans la salle ne s'est présentée pour dire qu'il avait gagné le mégapote. C'est clair, et c'est clair pour tout le monde. Si Francis ne se manifeste pas, c'est parce qu'il est persuadé que Marie-Hélène lui donnera la moitié du jackpot. Comme avec Marie-Hélène, nous avons toujours nos ententes comme ça. Bon, c'est Marie-Hélène qui a touché le chèque. Pour Francis, le soir du gain, les choses sont claires, les choses sont entendues entre lui et Marie-Hélène, ils vont partager.
La soirée se poursuit par un dîner entre amis. Francis repart du casino en pensant que le partage se fera plus tard. Une semaine passe, Marie-Hélène a toujours le chèque en poche, Francis n'a toujours rien touché. Il la retrouve au casino, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et 8 jours plus tard, il y a de nouveau une soirée. Et on a convoqué la presse. Elle est là, croyez-moi. La presse et les photographes. Et là, elle va s'apercevoir que Sun fait une drôle de tête. Tout simplement parce qu'il considère qu'elle aurait dû partager tout avec lui. Elle m'ignore totalement, quoi. Voilà. Elle m'ignore totalement. Et à partir de là, bon, ça m'a un petit peu... je suis resté un petit peu perplexe et tout, vraiment déçu. Et bon, c'est là que j'ai décidé d'aller voir un avocat et demander si j'avais des droits là-dessus, quoi. Francis veut sa part du jackpot. Pour lui, ils ont joué à 2, ils doivent gagner à 2. Il décide de prendre contact avec Maître Abrakiewicz. Quand M. Sun m'explique ce qui s'est passé, je suis pénaliste de formation. Donc immédiatement, j'ai le réflexe de faire une enquête. Les enquêteurs de la brigade des jeux sont donc saisis pour vérifier les conditions d'obtention de ce jackpot. Les vidéos de surveillance sont analysées. Une semaine après, donc Francis porte plainte, d'accord. Donc le parquet, sous le couvert d'une commission rogatoire, nous demande tout simplement de saisir les bonnes vidéos. Oui, c'est tout simple. Donc on a un système vidéo pour l'ensemble de l'établissement et on a les moyens de vérifier à tout moment ce qui peut se passer dans l'établissement. 6 mars 2009, à 17h03, Francis est assis à côté de Marie-Hélène, sur la droite, habillée en rouge. Ils discutent ensemble. 2 minutes plus tard, à 17h05, on voit Marie-Hélène glisser le billet dans la machine de Francis. À 17h07, la machine du milieu s'éclaire en rouge, le jackpot est tombé. L'enquête préliminaire révèle que le casino a bien respecté la procédure. Et déclaré gagnant celui qui se déclare gagnant sans contestation. La procédure a été parfaitement respectée par le casino. S'il n'y a pas de personne à côté qui dit non, c'est pas elle, c'est moi, on paye la personne qui se présente en tant que gagnante, tout simplement. À peine l'enquête terminée, l'avocat de Francis décide de réagir. À l'issue de l'enquête judiciaire, qui se termine par un classement sans suite, puisqu'il n'y a pas d'infraction pénale, que je constate que M. Sun m'a dit exactement la vérité et qu'il convient à ce moment-là de saisir la juridiction civile pour qu'elle tranche à qui revient le jackpot du casino. 20 octobre 2009, tribunal de grande instance de Montpellier. C'est la première fois que Francis et Marie-Hélène se retrouvent depuis le litige. Excusez-moi, pour moi, je suis face à un escroc. Ouais. Point barre. C'est moi qui ai gagné ce jour-là. Elle aurait peut-être pu jouer 1000 € sur la machine, elle n'aurait peut-être pas gagné du tout. Voilà, le gagnant, c'est moi. La première fois qu'on se retrouve, on est chacun de notre coin. Elle est déjà avec son avocat, Maître Cabane, et moi, je suis avec le mien. Maître Cabane rappelle que sa cliente a payé la mise, que c'est donc elle qui a pris les risques. Francis n'a fait qu'appuyer sur un bouton. La manière d'appuyer ou la personne qui appuie, ça n'a aucune importance. Vous déclenchez une combinaison aléatoire. C'est tout. Donc c'est le résultat du hasard le plus pur qui existe. Donc vous faites appuyer le chien, vous faites appuyer le concierge, vous appuyez vous-même ou votre copain, aucune importance, ça déclenche les combinaisons. Donc M. Sun n'y est absolument pour rien. Pour Maître Abrakiewicz, cet argument ne tient pas. Marie-Hélène a confié son billet à Francis et lui a donné de mandat de jouer pour elle. Or, le mandat n'existe pas en matière de jeu. Au tribunal, ce jour-là, Francis et son avocat se battent contre le camp adverse par caméra interposée. C'est la première fois en France que la justice doit trancher un tel conflit. Mon but était, oui, de partager avec elle. Vous imaginez qu'on puisse partager ce jackpot? Non, absolument pas, il n'y a pas de droit, je suis désolée. On sait qu'il y a 2 joueurs, une personne qui mise, donc qui accomplit un acte de jeu, et une personne qui appuie, qui accomplit le 2e acte. Pour moi, ça fait 2 joueurs, 2 gagnants. C'est très simple. 15 décembre 2009. 3 mois après l'audience, le tribunal de grande instance rend son jugement. Il reconnaît que Francis et Marie-Hélène se sont associés pour jouer et qu'ils doivent partager. 80% de la somme revient à Marie-Hélène. Francis repart avec 20% du jackpot.
Le tribunal retient la notion de société, la notion d'associé, mais estime que l'associé majoritaire, c'est Marie-Hélène. Pourquoi? Parce qu'elle a introduit un billet, elle a apporté de l'argent. Pourquoi Francis est minoritaire? Il n'a apporté que son travail, sa chance. Si Francis ne gagne que 20%, c'est aussi pour une autre raison. Quand le jackpot est sorti, 500 € sont tombés de la machine. Le reste de la somme a été payé en chèque. Francis et Marie-Hélène se sont partagés ces 500 € sur le champ. Monsieur Sun, sur ces 500 €, il en a pris 100, il se les a mis dans la poche. Mais le tribunal a dit, attendez, il a pris 100 € sur les 500, elle n'a rien dit, donc ça veut dire que j'étais d'accord, 500 €, ça représente 20%, il a droit à 20%. Selon Maître Cabane, si Francis a réussi à toucher une partie du gain, c'est parce qu'il a prétendu être l'ami de Marie-Hélène, une qualité que l'avocat conteste. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient amis? Non. Je suis persuadé que cette version de l'histoire a pesé sur les termes du jugement qui ont alloué à M. Sun 20% de la somme en disant qu'il avait constitué avec Marie-Hélène Jarguel une société de fait. Alors que moi, je suis bien persuadé que cette société de fait n'a jamais existé. Jamais. Jamais. Pour Maître Abrakiewicz, cette relation d'amitié entre les deux joueurs ne fait aucun doute. Ils ont un peu le même profil, et c'est pour ça qu'ils s'assemblent, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ils sont amis, et ils sont surtout joueurs invétérés. Francis repart donc avec 20% du jackpot, soit près de 435 000 €. Il n'a pas fait appel de la décision. 80-20, c'est déjà bien que d'avoir rien du tout. Et bon, on attendait leur réponse à eux, donc ils n'ont pas fait appel. Nous, on n'avait pas du tout l'intention non plus de faire appel. Marie-Hélène n'a pas contesté, elle non plus, la décision de justice. Aujourd'hui, elle veut mettre un point final à cette histoire et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cette période, je ne la revivrai jamais. Voilà. Je veux qu'on ne pense plus à moi. Je veux qu'on oublie mon nom. Je veux que l'on m'oublie. Je veux devenir quelqu'un de normal. Voilà ce qu'elle a à dire, Marie-Hélène. Et voilà ce qu'elle dit. Francis, qui vit depuis 20 ans avec une pension d'invalidité de 700 € par mois, espère aujourd'hui, à 57 ans, profiter de sa retraite avec son épouse. J'ai touché le chèque le 15 janvier. Voilà. Et vous allez en faire quoi? Et je vais, bien sûr, première des choses, je vais m'acheter une voiture. Voilà. Et après, je me dis, je placerai l'argent de façon à avoir un petit rendement tous les mois pour qu'on puisse avoir une petite meilleure vie pour notre retraite. Voilà. Aujourd'hui, Francis et Marie-Hélène ne se parlent plus. Et depuis qu'il a gagné, Francis n'a plus jamais remis les pieds au casino.